Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer un club dont on ne parle pas assez, le Paris Saint-Germain. Alors vous n'êtes pas sans savoir que le Paris Saint-Germain, ils vont affronter Arsenal dans quelques jours, mardi prochain, donc à l'heure où j'enregistre la vidéo. Il est tout pile 18h. Et on est le samedi 28 septembre. Donc voilà, donc ils vont affronter les Gunners dans 3 jours. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire un petit bilan du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. C'est vrai que tout n'a pas été rose, bien qu'il n'y ait pas eu de défaite pour le Paris Saint-Germain. Les clubs qu'ils ont affrontés n'ont pas été non plus incroyables. Mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Donc avant que la vidéo commence, comme d'habitude, tu commences à en avoir l'habitude, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, à partager et à commenter la vidéo. Si jamais j'ai oublié de dire quelque chose, ça fait toujours super plaisir. Puis nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Donc le PSG est invaincu pour l'instant, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Ils sont sur 6 victoires et un match nul. Le match nul qui a eu lieu face à Reims le week-end dernier, un but partout avec une grosse performance notamment de Julien Heito. Et c'est vrai que on va le voir dans la suite de la vidéo, mais le PSG a toujours eu des difficultés face au bloc bas. En ce qui concerne le ratio de buts marqués pour les buts encaissés, on est sur un ratio de 21 buts marqués pour seulement 5 encaissés. Ce qui revient finalement à 16 buts marqués, 0 encaissés, donc c'est quand même pas mal. Et statistiquement, en tout cas, on voit que la défense n'est pas un problème. Statistiquement, en tout cas, je parle. Attention, donc c'est à relativiser avec les équipes qu'affrontait le PSG, à savoir la meilleure, pour moi, c'était Rennes. Et peut-être en deuxième Girone et Rennes. Donc c'est vrai que c'est pas des grosses équipes et le vrai test justement il va intervenir face à Arsenal. Donc ce que je vous propose c'est tout d'abord de traiter les points négatifs, ensuite on verra les points positifs, ce qui amènera ma petite conclusion à cette vidéo. Donc les points négatifs, tout d'abord, je trouve c'est là où il y a le gros du travail. Pour moi, je vais commencer par les blessures. Donc plus le temps passe, plus je trouve que les blessures s'accumulent pour le Paris Saint-Germain, même si il y a quelques temps, il y en avait quand même un peu moins. Mais c'est vrai que là, les blessures reviennent au premier plan. Et je trouve que c'est assez inquiétant. Tu as des blessés comme Vitinha, tu as des blessés comme Donnarumma, Lucas Hernandez, Asensio, Gonzalo Ramos, et j'en oublie. Ça fait beaucoup. Surtout que ton mercato n'a pas été incroyable. Donc tu as des joueurs de ton 11 titulaire qui sont blessés, à savoir donc du coup Vitinha et Donnarumma, ce qui est quand même assez préoccupant. Tu n'as pas de latéral gauche également pour faire souffler Nuno Mendes. La profondeur de banc elle est assez inquiétante, pareil pour Hakimi. Tu avais Mukiele avant, je ne sais pas pourquoi le PSG l'a prêté à Leverkusen, mais en tout cas voilà. Ça t'empêche de faire tourner également ton effectif. Dembélé, c'est pareil, t'as pas vraiment de doublure au poste d'ailier droit donc de Dembélé. Tu as seulement Kang In Lee, mais comme il est stéréotypé avec son pied gauche, il n'a pas vraiment de pied droit, c'est plutôt un joueur d'axe. Certes, tu vas le pouvoir mettre en couteau suisse, mais on va le voir à la fin avec la compo que je vais vous donner. C'est vrai que cette profondeur de banc, elle laisse un peu songeur. Pareil, quelque chose que je n'avais pas mis dans mes notes, mais que j'aimerais rajouter ici, c'est pour moi la non-complémentarité entre Vitinha et João Neves. Pourquoi ? Parce que João Neves, c'est un milieu de petite taille, Vitinha également. C'est pas des joueurs qui sont très physiques, et le seul joueur qui est assez physique, finalement, il n'est pas au niveau, à savoir Fabian Ruiz. Donc je trouve que si tu mets Vitinha et João Neves sur le terrain en même temps, je trouve qu'ils ne sont pas complémentaires. Ce n'est que mon avis, bien que João Neves, on va voir dans les points positifs, il est excellent. C'est assez compliqué. Le manque de profondeur de banc, finalement, ça amène Luis Enrique à mettre des joueurs, à titulariser des joueurs au poste qui ne sont pas le leur, à savoir Lucas Beraldo au poste de latéral gauche, et puis Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit. On voit très bien que ce n'est pas son poste. Lui, c'est un milieu central box-to-box qui va être à l'aise dans tout ce qui est le jeu dans les petits espaces, mais surtout pour remonter le terrain balle au pied. Et pour moi, donc, au milieu de terrain, tu as un problème, c'est celui de ne pas avoir de joueur physique et solide à la création, un créateur. Un joueur un peu, si vous voulez, à la Lucas Paqueta, vraiment un mec solide et tout ça, qui soit vraiment capable de casser les lignes par la passe surtout, mais également balle au pied, et solide dans les petits espaces avec une bonne frappe de loin, même si Ruiz a une bonne frappe de loin. Enfin bref, vous voyez le type de profil que je veux cibler. Également, le manque de profondeur de banc avec les performances en dents de scie de Bradley Barcola, même s'il a fait un bon match face à Rennes, tu te dis qu'il y a un truc à un moment qui va pas fonctionner en Ligue des Champions. Et pour moi, il y a un gros problème, c'est que tu vas affronter Arsenal en Ligue des Champions et tu vas avoir besoin de punch et de solidité au milieu de terrain. Et j'ai du mal à voir un Vitinha, s'il est remis à temps, ou un João Neves rivaliser physiquement avec des Declan Rice, des Thomas Partey, même si Martin Odegaard n'est pas là. T'as de la solidité au milieu de terrain, même sur les ailes, t'as des mecs qui sont ultra solides. Martinelli, c'est moins bon, mais Saka, c'est exceptionnel. Ils ont pas de numéro 9 comme le Paris Saint-Germain, ça donne un peu un point commun. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de manques côté Paris Saint-Germain.
Et évidemment, tu as les performances individuelles qui ne sont pas au rendez-vous. À commencer par Lucas Beraldo. Bon, j'ai pas envie trop de l'accabler parce que le pauvre, il a que 20 ans, il vient d'arriver de São Paulo. C'est compliqué pour moi parce que le pauvre, il se fait balader un poste qui n'est pas le sien, donc latéral gauche. C'est un central, mais même en tant que défenseur central, tu vois que c'est quand même compliqué. Alors la charnière centrale, elle est plutôt convaincante, même si Marquinhos, je trouve, depuis quelques saisons, là, depuis la saison dernière, je trouve que c'est assez compliqué. Et puis la cerise sur le gâteau, je trouve, c'est Fabien Ruiz. Alors là, il n'a pas d'excuses, il fait un super Euro avec l'Espagne. Mais avec le PSG, je sais pas, ça n'a jamais pris, la sauce n'a jamais pris. Et je trouve que c'est vraiment un flop et c'est dommage parce que quand on voit le joueur qu'il est avec la Rora, tu t'attendais à beaucoup mieux, enfin en tout cas tu pouvais t'attendre à beaucoup mieux et c'est vrai que finalement il manque encore une fois ce 8 solide, que ce soit physiquement ou par la passe à la création, que tu n'as pas et donc du coup encore une fois le mercato il est pas bon parce que tu n'as pas de doublure sur tes postes de latéraux mais également au milieu de terrain mais surtout en attaque, ton attaque est trop faible avec Mbappé qui n'aura pas été remplacé. T'as Désiré Doué en doublure de Barcola, c'est pas mauvais mais c'est pareil, le poste du numéro 9 il a pas été assez renforcé. Pour moi tu te devais de te séparer de soit Randal Kolo Muani soit Gonzalo Ramos. Je me serais plutôt séparé de Kolo Muani vu qu'il a eu du mal à s'adapter et qu'il a toujours du mal à s'adapter et puis surtout au poste d'ailier droit tu n'as pas de doublure à Ousmane Dembélé et ça c'est assez problématique surtout quand on connaît le passif en termes de blessures d'Ousmane Dembélé et surtout le fait qu'il ne soit pas un ailier scoreur. On voit encore pas plus tard que face à Rennes à un moment il pouvait faire une passe donc je crois, je sais plus si c'était à Barcola ou pas, enfin bref il y avait un coéquipier qui était sur sa gauche je crois, il aurait pu lui faire la passe mais non il décide d'y aller solo, de mettre une grosse mine mais qui arrive dans le petit filet opposé. Donc c'est vrai que ça j'ai du mal à comprendre du côté du PSG, surtout que Bradley Barcola ça reste un jeune joueur, alors certes en ce moment il est très bon, mais imagine il se blesse, bah tu fais comment? T'as Ousmane Dembélé sur le côté droit, et sur le côté gauche t'auras Désiré Doué, pour que tu mettes en avant-centre Randal Kolo Muani potentiellement, sachant qu'Asensio est déjà blessé. Donc c'est vrai que niveau profondeur de banc, ça fait vraiment peur, surtout quand le PSG veut gagner la Ligue des Champions, ou en tout cas aller loin en Ligue des Champions. Donc je trouve ça assez consternant. Et enfin, je sais pas si on peut considérer ça comme un point négatif, mais il y a un truc que je trouve vraiment énervant avec Luis Enrique, c'est qu'il met à chaque fois Warren Zaïre-Emery pour faire tourner son effectif au poste de latéral droit, pour faire souffler Hakimi, et pareil pour Beraldo. Et je trouve que tu pourrais essayer de changer de système, par exemple peut-être mettre une défense à 3, tu mettrais Marquinhos, Beraldo et Pacho, ou bref, ou inverser Pacho et Beraldo. Tu pourrais mettre, j'en sais rien, peut-être un Kangin en piston, ou bref, essayer d'autres trucs, parce que tu vois clairement que quand Zaïre-Emery et Beraldo sont au poste de latéraux, et purs latéraux cette fois-ci dans une défense à 4, ça ne marche pas. Donc moi, peut-être pour faire tourner l'effectif, j'aurais tenté une autre composition, bref, ça reste que mon avis. Je suis supporter lyonnais, je suis pas supporter parisien, donc encore une fois, il n'y a rien de mieux qu'un supporter de son propre club pour parler de son propre club. Je dis peut-être de la merde, en tout cas c'est mon avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais voilà. Bon, évidemment, avec tous ces points négatifs, t'as forcément quelques points positifs, et je trouve que dans les points positifs, bah t'as les recrues, le peu de recrues qu'a fait le Paris Saint-Germain, en tout cas ils auraient dû en faire plus au vu donc du coup des points négatifs qu'on a évoqués précédemment, et donc du coup les points positifs, je vais commencer par le premier qui saute aux yeux de tous les Parisiens, je pense, et même de tout amoureux du football, c'est João Neves. Et voilà, je trouve João Neves, il est tout simplement exceptionnel, c'est un joueur tellement sous-coté, je comprends pas qu'il n'y ait eu que le PSG qui s'y soit intéressé cet été, seulement pour 60 millions ils l'ont recruté. Alors après, attention à ne pas trop s'enflammer parce que les joueurs qui ont fait de superbes débuts mais après qui se sont totalement effondrés, il y en a pas mal. Le dernier en date, Manu Ugarte. Mais voilà, tu sens que c'est un joueur quand même qui a un charisme assez frappant avec le maillot qu'il met dans son short à l'ancienne. Mais techniquement, c'est un joueur au-dessus. À la récupération, il est bon. Dans l'équilibre de son équipe, il est bon. Dans la vista, il est bon. Dans la grinta, il est bon. Il a encore une fois, une supervision de jeu. T'as l'impression qu'il a 30 ans alors qu'en fait, non, il doit en avoir que 20, je crois. Il a fêté ses 20 ans hier. Donc voilà, super coup honnêtement du PSG, là j'ai rien à dire. Le deuxième super coup je trouve c'est Willian Pacho parce qu'il y a des fois tu sens qu'il tient la défense du Paris Saint-Germain à lui tout seul au vu des performances de Beraldo et parfois des latéraux remplaçants. Donc voilà, et surtout de Marquinhos parfois qui n'est pas rassurant, lui qui a une bouteille exceptionnelle au PSG. Donc voilà, je trouve que c'est pas forcément le meilleur des relanceurs, c'est pas forcément pour ça que tu l'as pris. Mais voilà, je trouve en tout cas pour suppléer Lucas Hernandez, je trouve c'est pas mal. Et quand Lucas Hernandez reviendra, bah là tu auras de la profondeur de banc au poste de défenseur central. Parce qu'au poste de défenseur central, si l'un des deux se pète, donc Marquinhos ou Pacho, bah t'as soit Skriniar
Donc je pense que les supporters parisiens, ça les fait pas rêver. Skriniar, ça vous fait pas rêver si vous êtes supporter parisien. Vous avez soit Beraldo qui a été catastrophique et qui est catastrophique en défense depuis le début de saison. Donc c'est vrai que niveau profondeur de banc, encore une fois, c'est assez compliqué. Mais voilà, vous avez de la chance d'avoir Pacho. On a la chance en Ligue des Champions, en tout cas, d'avoir Pacho. Donc voilà. C'est une bonne chose en tout cas. Et puis le troisième point positif, le troisième joueur en tout cas que j'ai noté en point positif et qui revient finalement à traiter d'un point négatif, c'est Lee Kang-in. Alors Lee Kang-in, je trouve, on n'en parle pas assez, mais c'est tellement un joueur sous-coté, tellement un joueur qui est mal utilisé par Luis Enrique. Parfois il rentre à la place de Dembélé, parfois il est faux neuf, parfois il est sur le côté gauche, parfois il est faux neuf encore une fois. Donc il y a vraiment un problème avec Lee Kang-in, je trouve c'est un joueur d'axe. Enfin, je sais pas vous, supporter parisien, mais en tout cas moi, je ne suis pas supporter parisien, mais en tout cas du peu des matchs du Paris Saint-Germain que je vois, là j'ai dû en regarder au moins les 2 tiers depuis le début de saison. Je comprends pas pourquoi Lee Kang-in il est baladé à gauche, à droite, en faux neuf, en ailier gauche, en ailier droit, en milieu box-to-box. Bref, moi j'aimerais bien que le voir titulaire en poste de numéro 10. Et on en vient finalement à ma petite conclusion. C'est que pour moi, le PSG veut absolument jouer en 4-3-3, en tout cas avec un faux neuf. Et moi, je préférais le voir en 4-4-2 losange, quitte à ce que les ailiers soient moins des ailiers, mais qui jouent un peu plus comme le Real Madrid finalement. Toute proportion gardée, bien évidemment. Je pense que l'équipe type serait donc, je mets les joueurs blessés titulaires, mais voilà, dans l'absolu en tout cas. Donc on aurait Donnarumma au cage, une défense à 4. Bon, somme toute logique avec Mendes et Hakimi sur les côtés. T'aurais Pacho et Marquinhos, donc du coup en charnière centrale. En 6, t'aurais Neves. En 8, tu aurais Neves, pardon, comme les Portugais le disent, j'écorche du coup son nom depuis le début de la vidéo. Zahir Emery au poste de milieu central pour accompagner donc du coup Vitinha. Au poste de numéro 10, donc du coup, ou de Faux neuf, bref, comme vous le voulez. Tu aurais Lee Kang-in en rôle un peu de meneur de jeu créatif. Et puis tu aurais vraiment ces deux milieux box-to-box que seraient Vitinha et Zahir Emery pour vraiment sécuriser la défense et pour un peu soulager João Neves pour qu'il organise un peu plus le jeu avec donc du coup Lee Kang-in. Et puis tu aurais les deux flèches de devant que seraient Dembélé et Barcola. Voilà, moi c'est un 11 que j'aimerais beaucoup personnellement. Tu pourras avoir Randal Kolo Muani qui jouerait le rôle de doublure. Tu pourras avoir Fabian Ruiz qui jouera également le rôle de doublure. Doué également. Bref, tu aurais une équipe qui serait plus équilibrée, même si le 4-4 de Losange, ça se fait moins. En tout cas, ça se fait toujours quand tu as besoin vraiment de combler des brèches et que tu n'as plus d'avancement, comme le Real Madrid le faisait l'an dernier avec la perte de Karim Benzema, avec Roselu qui n'était pas titulaire. Et tu avais deux pointes qui étaient, j'allais dire Rodrigo, et Vinicius. Donc voilà, moi j'aimerais bien les voir dans ce schéma-là, même si que voilà, encore une fois, j'aime pas trop ce schéma parce que on va dire l'utilisation des ailes se trouve fort dépourvue, et puis quand bien même elle serait pourvue avec Barcola et Dembélé, t'as des liens qui collent la ligne mais qui rentrent intérieur, mais tu n'aurais pas de poste encore une fois d'avancement, ce qui forcerait donc du coup les milieux de terrain à plus se projeter et donc du coup à être plus déséquilibré même si t'as un milieu à 4. Donc voilà, donc le PSG va affronter Arsenal dans 3 jours. Alors vous allez me dire Antoine, donne-moi ton feeling. Moi, je vous avoue, je suis pas très serein. Arsenal a été quand même assez convaincant cet après-midi face à Leicester à l'Emirates Stadium. Certes, ils n'ont pas Martin Odegaard, mais ils arrivent à gagner. Ils ont tenu une tête face à Manchester City. Et c'est vrai que le Paris Saint-Germain n'est pas dans la forme de sa vie non plus. C'est un Paris Saint-Germain en dents de scie. Et face au bloc bas, il y a toujours des problèmes. Également, peut-être un point négatif d'ailleurs que j'ai oublié de cibler, mais le bloc bas avec le manque de mouvement. Donc voilà, Arsenal c'est pas l'équipe qui est censée jouer bloc bas, pas du tout. C'est une équipe qui propose du jeu avec un super jeu d'ailleurs proposé depuis des années maintenant, depuis au moins 2 ans, avec Mikel Arteta. Mais voilà, donc après si j'avais à dire mon petit pronostic, je verrais quand même une victoire d'Arsenal. Je vais pas dire assez largement parce qu'il n'y a pas Odegaard, mais mentalement c'est fort, défensivement c'est très très fort. Au milieu de terrain, même s'il n'y a pas Odegaard, ils arrivent toujours à trouver des solutions. Les ailiers c'est fort. Même Havertz qui est pas un numéro 9 d'habitude, il est très bon même s'il marque un peu moins là depuis ses 2 derniers matchs, mais ouais, je trouve que Arsenal est vraiment très très fort, qui plus est à l'Emirates Stadium, donc ça va être compliqué je pense pour le Paris Saint-Germain. Après, ne jamais dire jamais, donc on verra bien, mais ouais, je vois une victoire d'Arsenal 3-1. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo les amis. Si tu l'as aimé, bon, comme d'habitude, les petits pouces bleus, le commentaire, l'abonnement, le partage, bref, tu connais la chanson, et puis nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à plus la team, salut.